Le SIC Podcast en mode Rocket, déjà un 11e épisode de cette saison et surtout un premier de l'année 2026. En passant, je vous en souhaite une belle. Un gros menu aujourd'hui, à commencer par 6 points sur une possibilité de 8, la dernière semaine du Rocket de Laval. Toujours en tête de la division Nord, ça va plutôt bien. Et un invité très spécial aujourd'hui avec Toby Bisson, le défenseur du Rocket qui sera avec nous. Également, la blessure de Joshua Roy, absent de 4 à 6 semaines. À qui cette porte va-t-elle s'ouvrir chez le Rocket de Laval? Il va en être question. Et petite semaine pour les Lavallois, seulement 2 matchs. Un petit voyage à Rochester et Syracuse. C'est parti pour cet épisode numéro 11. Le SIC Podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle fin de semaine devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but! Marqué par David Heinbacher! Ben oui, épisode numéro 11 de En mode Rocket. On les voit pas passer, ces épisodes-là, tellement qu'ils passent vite. Cédric, je te rejoins en provenance de Val-d'Or. Ben oui. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un grand voyageur. Ouais, ça se pourrait. Ça va être 5 matchs dans 5 villes différentes cette semaine à partir de ce soir. Donc, mais on fait ça parce qu'on aime ça. Hein? C'est ça qui est plaisant. Ouais, pour les gens qui ne le savent pas, tu es non seulement descripteur des matchs du Rocket de Laval à domicile, également descripteur des matchs de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors toi, tu n'as pas eu de congé vraiment pendant le temps des fêtes. Là. 7 matchs en 9 jours et là, 5 en 5. Par chance, je ne décrirai pas les matchs à Rochester, Syracuse. Ça va me donner un petit break, mais ça va être le fun d'être là pour suivre la semaine du Rocket sur la route pour notre grosse semaine qui va suivre après. Et une date limite des transactions dans le junior. Ajoute à ça. Oui. Très occupé. Très, très, très occupé. Mais d'ailleurs, on va avoir Toby Paquette-Bisson dans cet épisode-là. Cédric, je pense lui poser la question. Tu sais, c'est toujours rock'n'roll dans le junior, cette date limite des transactions où tu peux changer d'équipe, beaucoup d'incertitudes. Puis Toby, de mémoire, l'avait vécu. Il avait été transigé à l'Armada, oui. Oui, du Cap-Breton à l'Armada, à mon souvenir, où il avait terminé l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais toujours beaucoup de changements, beaucoup d'équipes qui aspirent à la coupe, aspirent aux grands honneurs, qui veulent pas font des additions. Puis évidemment, ça ajoute au climat d'incertitude. Donc, on pourra en jaser avec Toby Bisson. Sinon, Cédric, petit congé des temps des fêtes de podcast, t'en as passé un bon? Oui, ben c'est ça. À part que ça a été très occupé, c'est le fun. C'est toujours une petite semaine. Ça a été quoi? Une semaine sans match, une semaine sans travail, une semaine, pour moi, là, personnellement, ça fait toujours du bien de retrouver les nôtres, passer du temps en famille, se reposer quand il y a un peu de temps libre. Puis je suis certain que tout le monde, c'est tout le temps le plus beau. Pour moi, c'est un des plus beaux moments dans l'année, si c'est pas le plus beau, le temps des fêtes. Donc, et toi, t'as ton côté, à part que tu as été dans le jus. Oui, Mondial Junior, la Ligue américaine. Là, on dirait que j'ai pris le temps de me brancher dans le mur, puis j'étais aux prises avec un petit rhume. Donc là, présentement, je crois avoir vaincu ce virus-là, mais c'est le temps de l'année. Puis même chez Rocket de Laval, je suis persuadé qu'il y en a qui ont été aux prises avec ça dans le temps des fêtes, c'est classique, plusieurs journées de traitement. Également, c'est le temps des petits bobos. D'ailleurs, Toby Bisson, ça en est un qui a eu quelques journées de traitement. Il a eu des blessures l'année dernière avec Syracuse. Donc, on va lui demander également comment il se porte, le défenseur du Rocket et partenaire de David Heinbacher sur sa paire en défensive. Allons tout de suite au contenu, Cédric. Je pense que ça a été une bonne semaine pour le Rocket de Laval. Ça a été 4 matchs serrés, peut-être un à Belleville qui n'aurait pas dû l'être. N'eût été de l'avantage numérique des sénateurs de Belleville. Utica en fin de semaine qui sont venus à Laval jouer 2 très très bons matchs. Eux qui avaient de la difficulté à marquer des buts avant cette fin de semaine-là. Il va y avoir des choses à travailler chez le Rocket, mais je pense que le constat est que ça aurait pu être une semaine où
c'était une semaine cruciale, veut pas, là, dans cette course à la division Nord. Puis, c'est 6 gros points là, face à des adversaires de section. Ah, absolument. Et moi, on va l'entendre dans pas très long. Je ne sais pas si tu peux la faire jouer, là, la séquence audio de Pascal Vincent, mais je pense que ça résume bien un peu mon état de pensée par rapport à qu'est-ce qu'on a vu la fin de semaine passée. Parce que oui, le match face à Syracuse, c'est une chose, le match face à Belleville, mais ça aurait été facile pour tout le monde, incluant toi et moi, probablement. En tout cas, je vais parler pour moi, de dire, oh boy, OK, est-ce qu'on a fait un step back le week-end dernier face à Utica? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est juste que Utica, peut-être que c'était une formation qui est un peu meilleure que sa fiche. Parce qu'évidemment, c'était pas une formation. Il y a beaucoup de vétérans. Dans la Ligue américaine, souvent, ça peut faire la différence. Mais je pense qu'il y a l'élément aussi que ça a été une très grosse séquence de quoi? 5 matchs en l'espace de 7 jours ou 8 jours. Puis là-dedans, il y a eu du voyagement, bien sûr, à Belleville. Le temps des fêtes, le jour de l'an, c'est ça. Et on ne cherche pas d'excuses, mais en même temps, je pense que ça a paru un peu, surtout dans le match de samedi pour moi. On avait eu quand même, autour de Noël, un 4 jours de congé chez Rocket de Laval qui a dû faire du bien, mais vraiment, la cédule nous attendait de pied ferme après Noël. Oui, vas-y, Cédric. Non, mais 100%, il ne faut pas oublier que c'est des matchs qui sont tough mentalement. C'est des matchs contre ta division. Fait que ça aussi, ça rajoute un petit peu un facteur. Puis le Rocket, dans une séquence de 14 matchs sur 15, qui est dans sa propre division. Donc, il faut quand même être réaliste. Ça aussi, il y a le facteur d'énergie, le facteur de mental qui rentre tout ça en ligne de compte parce que c'est des matchs qui sont pas mal plus tough que si tu affrontes qu'il n'y a pas autant d'importance que dans ta division. Oui, justement, tu parlais de Pascal Vincent, son énoncé après le match de samedi, malheureusement une défaite de 4-3 du Rocket face aux Comets de Utica. Je vous laisse entendre le pilote du Rocket. Une équipe qui est difficile à jouer contre parce qu'ils ont beaucoup de vitesse. Leur transition est excellente. Mais la première période, c'est vrai qu'on était dans la boîte toute la game. On a une exécution, on pensait c'était slow. Nos pieds, nos décisions, notre couverture défensive, c'était trop slow. Puis je pense que ça a aussi un lien avec la cédule qu'on a eue, là, 3 en 4. Le 31, on est revenu très tard le soir. Eux autres, c'est une équipe qui est frais. Il y a aussi ça que je dois considérer. Ayant dit ça, le 4 contre 4 nous a fait mal. Ouais. Le fameux 4 contre 4, punition à parent et Reinbacker en troisième période, ça a été... avec l'espace sur la glace, on a eu la difficulté à gérer ça. En même temps, c'est 2 buts encaissés en contre-attaque d'Ethan Edwards, les deux. Vas-y, ouais. Cédric, je pense que je te vois penser. Non, là, ben, je suis d'accord avec toi parce que ben, ça, puis je te l'ai répété, puis je t'en ai parlé dans le match de samedi. Ça, c'était une suite de la prolongation de vendredi parce qu'à 3 contre 3, les Comets ont eu le contrôle pendant la première moitié de la prolongation. Les Comets ont eu le contrôle. La seule fois que le Rocket a pris la possession, il est arrivé la pénalité à Xavier Parent qui a mené au but gagnant inscrit par Jared Davidson en prolongation. Donc, ça, c'est pas la première fois qu'on s'en parle. Puis peut-être qu'on aura la chance, mais le jeu à 3 contre 3, c'est arrivé quelques fois en prolongation. Un peu avant Noël aussi, là, que je trouvais ouf. Il me semble que ça pourrait être un peu mieux au niveau de l'exécution, au niveau de la possession. Mais en même temps, je trouve que bon, Utica, puis les équipes qui ont joué le Rocket avec dans ces situations-là ou à 3 contre 3, à 4 contre 4, je trouve, il faut leur rendre crédit, je trouve qu'elles ont été disciplinées avec la rondelle. T'sais, en même temps, tout passe par là, pas prendre des tirs pour rien, c'est t'assurer d'être bon en récupération également, t'assurer de garder le contrôle de la rondelle, puis également tout ça part des mises en jeu aussi, où en fin de semaine, ça a été plus compliqué. Ouais. Face aux Comets, on va rendre crédit à leur ligne de centre. Cal Criscolo, Ryan Schmelzer, ils ont été supérieurs aux joueurs de centre du Rocket de Laval. Ça a passé par là. C'est un aspect tellement important du jeu si tu veux contrôler la rondelle. Le Rocket a eu des bons matchs à cet effet-là, mais je pense qu'il faut retourner à la planche à dessin au niveau des mises en jeu. On n'a pas les chiffres. Ça s'est un peu amélioré dans le match de samedi. Le premier match face à Utica, ça a été très, très compliqué, surtout dans les premières périodes. La première période, c'était incroyable, honnêtement, à quel point... Ben,
En même temps, il faut donner crédit, puis tu l'as dit aux Comets, parce qu'ils gagnaient leur bataille, ils étaient incisifs dans les batailles. Je pense que, ouais, c'est juste que, c'est sûr que c'est dans cette optique-là que, dans le cas de Winbeck, il manque beaucoup à la formation et ça 100%. a apparu, là, ça apparaît encore, là. Ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. 100%. Évidemment, avec le premier trio, tu as un système d'alternance avec Belzile qui prend les mises en jeu du côté droit, Dauphin du côté gauche. Jacky, bon, ça reste une chose qu'il doit améliorer dans son jeu, chose qu'il a fait. Je pense que quand tu regardes là, le portrait d'ensemble de sa saison, je pense qu'il s'améliore à cet effet-là. Will Dineen fait un travail très, très potable sur les mises en jeu pour un gars qui n'est pas un centre naturel. Mais évidemment que d'un point de vue collectif, ça, c'est sûr et certain que ça doit s'améliorer. La première période, Pascal Vincent l'a dit, c'était un peu de la boîte en première période dans le match de samedi, mais je regarde la dernière semaine, quand je regarde l'échantillon des 5 derniers matchs, l'adversaire a été meilleur que le Rocket 4 fois sur 5. Au moins, le Rocket réussit à remporter ses matchs quand même. Sauf à Belleville. C'est Belleville. Ouais. Ça fait toute la différence. En quoi connaître un bon départ est primordial pour la suite des choses. On dirait que mes attentes sont supérieures à ce que le Rocket a démontré dans les 5 derniers matchs pour ce qui est de sortir fort en première période. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis en début de saison, c'était peut-être un peu l'inverse. On sortait très fort en début de match. On avait des creux de vague en deuxième, puis on se retrouvait un moment donné en troisième. Mais en bout de ligne, ça reste que, oui, c'est l'an 2 du cycle avec Pascal Vincent, si je peux utiliser le terme, mais c'est une longue saison. Et quand on regarde la fiche, si le Rocket est dernier dans cette division et il y a des situations comme ça, c'est peut-être qu'on peut comme c'est peut-être un gros problème, mais là, moi, j'ai entièrement confiance. Puis je dis pas que toi, tu ne l'as pas, mais quand tu as une fiche comme ça, puis que c'est des petits patterns, des petites choses à corriger comme ça qui fait que tu maintiens ou que tu améliores ta position de classement, c'est une question de temps avant que ça soit corrigé, j'ai l'impression. Non, puis en même temps, les autres équipes sont prêtes à venir jouer à la Place Belle. Tu veux pas. Ils le savent que le connaître un bon départ est primordial pour un peu taire l'effet de la foule. Je pense que ça, c'est clair. Syracuse l'ont fait dans leurs 2 matchs. Les Comets l'ont fait dans leurs 2 matchs. D'ailleurs, c'est les 4 matchs à domicile où l'adversaire a été meilleur que le Rocket en première période. Donc, évidemment que ça fait partie du plan de match de l'adversaire. L'échec avant, ça, c'est la même chose. Dans ces 4 matchs-là, la première période, l'adversaire a été meilleur en échec avant, meilleur en récupération de rondelles en fond de territoire que le Rocket de Laval, et ça peut faire toute la différence aussi. Mais là, Cédric, je veux t'amener ailleurs. On faut parler d'Alex Belzile. Je veux dire, je veux pas. Tu sais, Farrell, Belzile et Dauphin en ont peut-être connu une moins bonne samedi. On peut 100% leur pardonner avec ce qu'ils ont démontré dans la dernière semaine. Dans le cas de Belzile, les chiffres sont éloquents. Là. C'est 10 points à ses 4 derniers matchs, 6 buts. Farrell, c'est 8 points à ses 4 derniers matchs, mais c'est surtout le 22, vraiment, c'est lui qui a tiré son trio dans la dernière semaine, vraiment. Là. Puis les 3 suivent en même temps, mais Belzile, là, il veut faire la différence. 100%. Puis, tu sais, au mois de novembre, fin octobre, début novembre, c'était Laurent Dauphin qui tirait le trio. Là, maintenant, c'est l'inverse, mais c'est incroyable ce que ce trio fait en ce moment. Pour moi, tu es en train de démontrer que c'est potentiellement le meilleur trio actuellement dans la Ligue américaine. Oui, les statistiques, c'est une chose. Mais de la manière qu'il joue, le temps de possession, en zone offensive, le jeu responsable défensivement aussi. Ouais, En avantage numérique. Ouais. Mais dans le cas d'Alex Belzile, puis j'en parlais sur les ondes de RDS dans la dernière semaine. Moi, je l'ai vu quand il jouait à Hartford, il y avait un rôle différent de ce qu'il a cette année avec le Rocket de Laval. C'était lui qui devait transporter la rondelle, c'était lui qui devait fabriquer des jeux. D'ailleurs, c'est 37 mentions d'aide la saison dernière, 19 buts. Là, ça va être inversé parce qu'il n'y a pas le même rôle. Je veux pas, c'est Dauphin et Farrell qui s'occupent un peu plus du transport de la rondelle, peut-être plus dans le cas de Laurent Dauphin. Et lui, la job de Belzile, veux pas, c'est de remporter des bagarres le long des rampes, puis c'est de se placer dans la zone critique pour être en mesure de marquer des buts. Il peut le laisser sortir son tir. Puis là, c'est tellement ça qu'il fait. Je pense que chaque opportunité au filet de Alex Belzile en est une bonne présentement.
Absolument. Puis ça part, comme tu l'as dit, du 27 et du 15. Et dans leur cas, c'est que oui, Belzile est capable. Moi, en même temps, là, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de confiance au niveau des lancers dans le cas de ces deux compatriotes, parce qu'on dirait que les succès de Belzile, ça fait que quand ils ont la rondelle dans la zone critique, des fois, on va toujours chercher l'option de passe vers Belzile au lieu de prendre un tir de qualité. Puis là, ça donne qu'il n'y a pas de lancer. Mais ça, c'est comment tu ne veux pas prendre l'option d'un gars qui est hot de même en marquant des buts, qui a un tir foudroyant depuis c'est 3 matchs de suite avec 2 buts avant le match de samedi, dans le cas de Belzile. Donc, c'est des buts importants dans le cas de Belzile, de surcroît. Là. Mais tu sais, les buts, c'est une chose. Mais moi, c'est sa lecture, sa patience. Tu sais, sur le but gagnant de Jared Davidson vendredi, là. Ouais. C'est le travail de Belzile le long de la rampe pour remettre à Farrell. On dirait qu'il a tellement endormi tout le monde avec son jeu le long de la rampe. C'est ce qui fait tellement bien. Ça le jeu est sur l'autre bord. Le jeu est lent pour lui présentement. Le jeu est lent. Il s'est tellement habitué à ses partenaires de trio. Il ralentit le jeu à des moments qui sont très, très adéquats également. Puis, tu sais, un Alex Belzile impliqué émotionnellement comme ça, c'est très, très dangereux. Puis qu'il a trouvé son rôle, puis dans le vestiaire, je suis persuadé qu'il a également trouvé son rôle, qui est sorti un peu de sa coquille. Puis ça fait toute la différence. Puis on le savait, je pense que ce que le Canadien avait mis sous contrat cet été. Évidemment, il y avait un peu d'indiscipline dans son jeu, un manque de synchronisme en début de saison peut-être, puis c'est normal. Mais là, présentement, il est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière à 34 ans. Oui, absolument. Et c'est quand même presque une saison en voie d'aller chercher 40 buts. Là. C'est 40 buts et je n'ai pas ces statistiques complètes devant moi, mais c'est une saison de 70 points et plus là, à ce rythme-là. Donc, c'est dans son cas, moi, c'est la façon de son impact sur le jeu. Même gars qui ne va pas chercher de points. Oui, comme tu l'as dit, samedi, ça a été plus difficile, mais ça a été difficile pour le groupe. Ça n'a pas été difficile juste pour lui. Puis c'est correct en même temps. Comment tu veux lui en vouloir? C'est comme. Même on dit Laurent Dauphin, sa séquence est terminée maintenant. Mais ça fait 16 matchs de suite qu'il y avait au moins un point à un moment donné. Il faut remettre les choses en perspective. Puis, tu sais, dans le cas de Dauphin, on va pouvoir parler d'autre chose. Enfin. Non, mais pour vrai, puis je suis persuadé que Laurent n'avait pas tant ça dans sa tête, dans le sens où de vouloir éterniser, de vouloir prolonger cette séquence-là, je suis persuadé que c'était pas tant dans la tête de Laurent Dauphin, mais en même temps, là, on va pouvoir parler d'autres choses, puis c'est réglé, puis bon, on va voir ça va être quoi de quoi va être faite cette deuxième moitié de saison pour Laurent Dauphin, mais je suis persuadé que ça va en être une bonne. C'est parce qu'on a tellement parlé de Dauphin, son contrat de la Ligue américaine, pas de contrat dans la Ligue nationale. Mais là, en ce moment, on n'a pas le choix de se poser la question aussi, à savoir c'est quoi ça va prendre pour donner une opportunité à Alex Belzile, la meilleure qui joue actuellement. Tu sais, ça dépend du rôle, bien évidemment. Tu sais, je pense qu'il force un peu la main, là, bien honnêtement. En même temps, Samuel Blais fait très, très bien à Montréal. Présentement, il va y avoir des retours de blessés. Kirby Dach, un jour, va revenir. Bon, Newhook n'est pas prêt du tout. On a vu Patrick Laine sur la glace. Kirby Dach est celui qui, selon l'échéancier au préalable, il se rapprocherait le plus à un retour au jeu. Moi, je serais surpris qu'Alex Belzile soit rappelé cette année. C'est clair qu'on n'a pas fait de promesses à ce gars-là. Ça va prendre, moi, je pense que ça va prendre un hécatombe pour qu'Alex Belzile soit rappelé parce que c'est assez clair qu'on veut voir nos jeunes et je pense qu'on verrait Davidson et Xhekaj avant Belzile retourner à Montréal. Ça fait du sens. Ça fait pas mal de sens, mais en voulant dire au mérite, en ce moment, c'est celui qui le mérite. C'est plus ça. Mais en même temps, lui, il est certainement conscient de son rôle, de son impact. Lui, il est à Laval. Il est content d'être à Laval. C'est ça. Il ne veut pas être ailleurs. Là. Lui, c'est pas un désaveu pour lui d'être à Laval. Au contraire, c'est un gars qui est fier de porter le chandail du Rocket, de jouer à la Place Belle, de jouer pour cette équipe-là, de jouer pour son groupe de coéquipiers, son coach, tout ça. Et en bout de ligne, c'est juste ça que tu as besoin. C'est sûr qu'il aimerait ça. Bien évidemment, comme n'importe qui aurait l'opportunité d'aller jouer dans la Ligue nationale. Mais on s'entend, la Place Belle, le Rocket, c'est une des équipes qui s'approche le plus de ça. Là, c'est une mini LNH, dans le sens. Exact.
devoir jouer dans cet environnement-là du Rocket de Laval. Puis Alex Belzile, bon, il a été capitaine de cette équipe-là. Il détient plusieurs records, les matchs joués dans l'uniforme du Rocket de Laval. Alors, il est à la maison. Je vais faire une transition vers le prochain sujet. On n'a pas beaucoup parlé de lui cette année. 2 buts dans le dernier match. Puis avant d'en parler, je vous laisse entendre ce que Pascal Vincent avait à dire sur Mark Del Gaizo, qui a été... disons que son retour au jeu se passe plutôt bien pour lui à Laval. Del Gaizo, la façon qu'on l'évalue versus Didier, c'est pas de la même chose. Donc, mais j'aime la façon dont... J'aime son côté combatif. C'est un gars qui compétitionne tout le temps. Il a un bon lancer, puis une philosophie de lancer qui veut lancer au filet. En effet, il a gardé ça plus simple ce soir. Il aurait fallu garder ça plus simple, là, il n'y a aucun doute. Donc, mais lui, il a joué un bon match pour nous. Ouais, vous venez d'entendre Mark Del Gaizo pendant que Cédric prend une gorgée de... Café. Ah, ok, c'est du café aujourd'hui. Toujours plus réconfortant. Absolument. L'hiver, comme l'a été la performance de Mark Del Gaizo à la Place Belle samedi. Lui, c'est 3 matchs depuis son retour de ce qui semblait être une commotion cérébrale après la mise en échec de Michael Pezzetta. Là, je pense qu'on va appeler un chat un chat. La bonne nouvelle, c'est que Mark Del Gaizo n'a pas paru incommodé, n'a pas changé sa façon de jouer. Puis je trouve que sa présence dans la formation change vraiment la brigade défensive du Rocket de Laval pour ce qui est surtout du jeu de transition. Puis samedi, on l'a vu, 2 rondelles envoyées du point d'appui, une qui était peut-être plus dans le milieu de la zone offensive, mais avec du trafic, dans un match où on l'avait moins peut-être au niveau du carrousel offensif, moins au niveau de la contre-attaque parce qu'on était moins rapide. Ça a été deux lancers tout simples envoyés au filet avec du trafic de Del Gaizo qui ont été des buts permettant au Rocket d'avoir un match serré malgré la défaite. Absolument. Et dans le cas de... La beauté dans tout ça, c'est que oui, il y a une commotion cérébrale, il a manqué juste 5 matchs. 5 matchs, on aurait pu s'attendre, on aurait pu s'attendre à tellement ce qui rate plus. Moi, on le sait pas. Oh, là, c'est avec un coup comme ça. Là. Et nous, il l'a dit. On l'a rencontré. Je l'ai rencontré jeudi. Non, mais je parle, tu sais pas combien de temps. Oui, ben, c'est sûr que le temps des fêtes a aidé, mais on aurait pu s'attendre à une plus longue absence dans son cas. Là. C'est ça que je veux dire. Ça a été 3 semaines, là, l'équivalent de 3 semaines depuis le match face à Toronto le 12 décembre. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer jeudi avec Arpin Basu de The Athletic qui était là à la Place Belle le 1er janvier. Puis, il l'a dit, c'était pas sa première, c'était probablement sa deuxième en carrière, probablement diagnostiqué dans le cas de Del Gaizo. Mais on savait, de comment il nous a expliqué comment ça s'est passé, il était quand même lucide. On pensait que c'était parce que le contact était sévère, Michael Pezzetta, mais il savait exactement où il était. Donc, bon, ça a peut-être paru pire que qu'est-ce que c'était réellement au niveau, à cause de l'impact, à cause de tout ce qui a suivi. Donc, c'est une bonne nouvelle, puis j'ai l'impression que ça l'a comme peut-être permis de revenir un peu à ce qu'il est capable de bien faire parce qu'il était excellent cette semaine. Ces 3 matchs, pour moi, j'ai adoré ce que j'ai vu dans le cas de Del Gaizo dans les 3 matchs. Ben, c'est son calme avec la rondelle. Je pense que c'est un bon patineur. C'est un gars qui est capable de se défaire de la pression. Ouais. Puis ça, évidemment, ça aide le Rocket. C'est un gars qui est capable, dans ses moins bons... Quand Del Gaizo connaît un moins bon match, c'est qu'il hésite un peu avec la rondelle, il s'en débarrasse. Mais quand il est dans son match, c'est un gars qui assure une bonne relance, qui est capable de monter vers la zone neutre avec la rondelle. Puis ça, moi, j'apprécie beaucoup ça de lui. Puis ce que je découvre cette année dans le cas de Del Gaizo, c'est que c'est pas un défenseur qui a peur du jeu physique, qui est capable d'encaisser des mises en échec. Bon, peut-être pas celle de Pezzetta dans le sens où ça, c'en était une qui était moins légale, mais il n'a pas peur de garder la rondelle suffisamment pour créer des jeux en relance pour ses coéquipiers. Puis c'est un autre vétéran qui accepte son rôle. Il pourrait s'attendre de vouloir être corps arrière numéro 1 d'un avantage numérique. Ailleurs dans la Ligue américaine, il le serait, certainement. Je pense que c'est un gars qui accepte que, bon, Reinbacker ait ces répétitions-là. On a vu Trudeau dans le dernier match avoir ces répétitions-là parce qu'il le mérite, parce que c'est un jeune défenseur que l'organisation veut voir dans un rôle offensif. Je pense pas que c'est un gars qui boude outre mesure le fait de peut-être pas avoir un rôle, peut-être pas d'avoir des minutes comme il avait l'année passée à Milwaukee. Mais s'il joue de cette façon-là, il n'aura peut-être pas le choix d'avoir plus de minutes.
honnêtement. Et le groupe de défenseurs devrait. Je regardais, là, tu as sûrement remarqué, là, j'avais mes yeux ailleurs pendant que tu parlais. Je sortais les statistiques au niveau des défenseurs en date d'aujourd'hui. Mais moi, je trouve que qu'est-ce qu'il a fait sur ces 2 buts, ça devrait être quelque chose qui devrait être utilisé généralement pour garder les choses simples, prendre des lancers au filet. On le dit, quand le Rocket connaît des bonnes performances, souvent aussi ça part des défenseurs. Donc, 100%. moi, c'est l'exemple parfait de qu'est-ce que. Il l'a bien fait, mais on va lui donner crédit. C'est une bonne nouvelle, son retour. Et son retour, ça stabilise beaucoup la troisième paire, si on veut, même s'il joue pas mal plus qu'un défenseur de troisième paire, si je peux utiliser le terme. Puis une autre situation où ça a été calqué, c'est ce but de Condotta la fin de semaine dernière, pas celle contre Utica face à Syracuse, où il avait redirigé un tir de Reinbacker. C'est le genre de situation-là que tu veux voir chez le Rocket de Laval, surtout quand ton exécution un soir donné est peut-être un peu moins bonne. C'est comme ça que tu peux aller chercher tes buts. Puis ça, Delgaiso, il cadre des tirs. Il a des tirs de qualité au filet. Il est capable de le faire. Et il y a des joueurs avec d'excellentes mains devant le filet qui sont capables de rediriger ses lancers. Puis on s'en est parlé plusieurs fois dans les 3 premiers mois de la saison, à quel point que ça n'en prenait plus. Parce qu'il y a un potentiel énorme de ce côté-là. Parce qu'on est bon à partir du fond de territoire, mais les défenseurs sont bons. Trudeau, il a un bon lancer, il est précis. Reinbacker, il a un bon lancer, puis il est lourd en plus de ça. Delgaiso, on a vu ce qu'il est capable de faire. Mais en plus, on a des gros bonhommes à l'attaque chez le Rocket, donc c'est bon pour d'avoir de la circulation devant les gardiens adverses, bien évidemment. On va voir si le rôle de Mark Delgaiso pourrait être accentué d'ici la fin de la saison. Je suis certain que le Rocket aura besoin de toute sa profondeur en attaque et surtout en défensive pour espérer connaître les meilleurs résultats possibles en saison régulière et en série. C'est ce qui met fin à ces 2 premiers blocs. Cédric, au retour, on va avoir l'entrevue avec Toby Paquette-Bisson à la suite de cette pratique ce mercredi 7 janvier. Restez là. Alors, tel que promis, nous sommes, moi et Cédric, en compagnie du défenseur du Rocket de Laval, Toby Paquette-Bisson. En premier lieu, Toby, c'est Toby Paquette-Bisson, le nom complet, hein, n'est-ce pas? Ouais. Première des choses, Toby, comment ça va présentement? Ta santé à toi, il y a eu plusieurs journées de traitement récemment. Bon, évidemment, c'est la mi-saison, la période peut-être des rhumes, des petits bobos. Comment ça va, toi, présentement? Moi, ça va super bien. Là, on a un petit stretch, une semaine complète de pratique. Ça fait un bout qu'on n'a pas eu ça. Fait que on en profite. C'est justement des petites journées de pratique, juste les défenseurs ou juste les attaquants. Des fois, ça fait du bien prendre un petit break, se faire traiter un peu, guérir les petits bobos qui traînent depuis longtemps. Mais à part de ça, ça va super bien. Puis sinon, Toby, ton Noël à la maison avec, je pense que tu es nouvellement papa. Comment ça s'est passé ce jour de l'an et ce Noël à la maison? Ouais, ben c'était vraiment spécial, être capable de passer Noël avec ma famille, puis surtout avec notre petit bébé de 6 mois. C'est sûr, ça rend le temps des fêtes un peu plus spécial. Et sinon, Cédric, je sais pas si tu voulais jump in. Non, attends, je te laisse y aller un peu, puis je vais voir continuer un petit peu plus tard. Tu fais bien ça. Et sinon, Toby, comment ça se passe ton retour sinon sur la glace avec le Rocket de Laval? C'est quoi le bilan que tu fais de ta première moitié de saison, peut-être à toi, avec le Rocket? Ça va vraiment bien. J'ai un gros rôle côté défensif. On a eu beaucoup de mouvements à défensive. Engstrom qui est parti, Reinbacker, Trudeau qui était pas là au début de l'année. Fait que des games que je cloquais in quasiment des 30 minutes par game. Fait que c'est des matchs ou des stretches, justement. Tu parles des journées de traitement, c'est là que ça c'est là que ça commence à faire mal quand tu dépasses le 20-25 minutes. Là, quand on commence à avoir mal, mais à part de ça, mon jeu il est simple, puis c'est sûr j'aimerais aller chercher un peu plus d'offensive dans ma deuxième moitié, mais à part de ça, ça va super bien. Oui, ben ça tombe bien parce que c'était une de mes questions, moi, que je voulais te demander, parce que on dirait que c'est peut-être juste un manque de chance parce que tu as du temps de possession en zone offensive, tu as la chance, puis on sait que tu as un très bon lancer. Est-ce que c'est plus avec tes partenaires qui ont peut-être plus un rôle plus offensif, admettons quand tu joues avec Reinbacker, comment tu joues dans cette mentalité-là pour ta deuxième moitié de saison?
Ben, tu sais, j'ai eu mon meeting justement un matin tout seul avec le coach des défenseurs, Dan Jacob. Tu sais, on parlait de ça, puis on regardait. Tu sais, c'est pas le manque de chance, c'est pas le manque d'opportunités ou de choses de même. Tu sais, tu sais, j'ai un bon différentiel plus ou moins. C'est sûr que quand je joue avec un gars comme Ryan Backer ou tu sais, avec Engstrom ou quoi de même, tu sais, je vais rester plus défensif. C'est plus mon rôle, puis c'est ça qu'ils s'attendent de moi. Mais je pense que à un moment donné, quand ça se met à rentrer, ça se met à rentrer, puis tu sais, c'est un effet boule de neige un peu, là. Fait que je me stresse pas avec ça. Le reste de ma game, je suis bien content. Puis justement, Toby, comment ça va avec David Reinbacher? Évidemment, les partisans des Canadiens qui le suivent de très, très près. Toi, qu'est-ce que tu vois de lui dans sa progression? Quel aspect de son jeu du jour 1 du camp d'entraînement à aujourd'hui, Reinbacher a amélioré? Je trouve que c'est juste sa patience. Tu sais, en arrivant au camp, il était très... tu sais, il avait un gros sense of urgency. Il voulait faire l'équipe. Puis, tu sais, à cet âge-là, c'est normal. Tu es un cinquième overall, je pense. Tu regardes les gars qui jouent dans la NHL, les gars qui se font call-up, tu te compares à tout le monde. Tu sais, c'est ça que je disais au début de l'année. Il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu ailles chercher des grosses games, puis être constant, puis c'est là que ça va venir. Fait que c'est vraiment sa constance, être capable d'aller chercher, trouver les bonnes opportunités pour appuyer l'attaque. C'est vraiment juste la patience. Je trouve qu'il y a un peu plus de patience à ça. Puis on parlait de jeu offensif pour les défenseurs. Dans le cas de Reinbacher, bon, moi je pense qu'il faut regarder au-delà des points pour mesurer son impact sur une équipe. Mais c'est-tu le genre de gars qui se met une pression à récolter des points ou c'est vraiment la game défensive qui est importante pour lui? Je pense qu'il se bat un peu avec lui-même là-dessus. Tu sais, il veut aller, évidemment, il veut avoir des points, il veut récolter des points. Puis t'as l'autre bord, tu sais, t'as Dan il veut que son jeu défensif soit incroyable en partant. Tu sais, se faire call-up dans la NHL, tu vas pas être premier power play en partant. Tu sais, il faut qu'il comprenne que sa chaise est pas peut-être elle qui pense dans la NHL, tu sais, surtout avec la défensive que les Canadiens ont. Fait que je pense que c'est juste trouver un bon ballon entre les deux, être capable d'être un bon défenseur two-way, être solide défensivement, puis être opportuniste en offensive. Puis vous êtes... Vas-y, Seb. Je voulais savoir parce que je trouve que, puis j'en ai parlé avec plusieurs personnes là, dans la dernière semaine, mais comment tu trouves cette séquence actuelle de 14 matchs sur 15 contre tes rivaux de division? C'est tellement une séquence importante en ce moment pour le classement. On sait que ça joue dans la division Nord, les séries, surtout au début. Comment tu vois ça? Puis c'est des matchs qui sont très, très tough mentalement parce que c'est des matchs très, 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 très difficiles là, de la gestion des émotions et tout ça, j'imagine. Ah ben Pascal, il en a parlé un matin. Tu sais, le stretch de Noël après ça, c'est comme un challenge tout le temps. Tu sais, tu tombes dans une partie de la saison que ça commence à être long. Tu sais, t'es à moitié, il te reste encore beaucoup de games, mais c'est des gros matchs importants comme tu le dis. Tu sais, les 2 games qu'on a perdus contre Utica, dans ma tête, c'est inacceptable. Tu sais, surtout où est-ce qu'on est dans le classement, où est-ce qu'on veut s'amener. Tu sais, à la fin de l'année, on veut tu sais, on niaise pas, on veut avoir un bon coussin puis être premier, tu sais. Fait que pour moi, il faut y aller match le match, mais on peut pas en laisser une tomber. Puis je me posais une question, Toby, ce matin. Dans la division, bon, ça fait du chemin sur la discussion qu'on a présentement. Vous avez joué pas mal tout le monde. Bon, Syracuse, Rochester, Toronto, Cleveland, maintenant Utica. Je sais que tu as toujours une opinion très, 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 très tranchée. Quelle équipe vous donne le plus de fil à retordre, de ton avis? Je vais y aller. Choix évident, c'est Syracuse dans ma tête. Côté, ils ont les mêmes systèmes que nous. Ils jouent un peu la même game que nous autres. C'est une équipe qui joue rapide, qui sont physiques. Fait que pour nous, si on peut aller chercher les matchs contre eux, ça va confirmer que l'équipe qu'on est, ils ont une jeune équipe, mais ils jouent de la même manière que nous. Nous, je pense qu'on est un peu plus vieux, un peu plus expérimenté. Fait que c'est des grosses games. Je te dirais que là, avec les 2 défaites contre Utica, va falloir les torcher les autres games parce que sinon, ça va devenir une petite rivalité. Ouais, je pense que Utica ont joué également des bons matchs à la Place Belle contre vous autres. Veux pas, Toby, vous êtes en bonne position au classement. Les équipes à la Place Belle sont en première période. Ils veulent connaître des bons départs, puis ils vous l'ont démontré, même Syracuse, il y a une couple de jours. C'est difficile de matcher le pace de l'autre équipe en première période, n'est-ce pas? Ouais, 100%, mais tu sais, des fois, il faut se donner un coup de pied dans le cul, justement, bien partir des matchs. Des fois, on arrive au game, puis justement, on joue à la Place Belle, on est à la maison, on est confiant, tu sais, on est premier dans notre division. Des fois, justement, faut se donner ce petit coup de pied-là pour justement
partir un match solide puis donner aucune chance à l'autre équipe. Peut-être bondir sur cette réponse-là, Toby, parce que on l'a vu dans le match de vendredi lorsque tu as pris la pénalité, si on peut dire, et l'impact de la foule après ça, c'est ce qui vous a comme donné le rythme et c'est qu'est-ce qui est arrivé en prolongation ensuite. C'est là qu'on voit à quel point vous êtes chanceux d'avoir cette foule-là à Laval parce qu'ils voient un peu la même chose que ce que vous voyez sur la glace. Non, on le dit tout le temps, puis le monde pense que tous les gars à travers la Ligue disent ça, mais on a vraiment les meilleurs fans à Laval. Puis, tu sais, Montréal, Laval, c'est du monde qui connaissent leur hockey, c'est du monde qui suit la game, tu sais, les petits détails, voient les détails à comparer, tu sais, quand je jouais à Syracuse l'an passé, tu sais, le monde suit la game, mais tu sais, ils comprennent pas à Laval, c'est fou. Puis en passant, l'arbitre, il est venu me voir le lendemain, on jouait, puis il est venu me voir au puck drop, puis il m'a dit c'était un call de merde, puis qu'il s'excusait. J'entends ça. Je l'ai bien pris, j'ai dit, tu m'en dois une aujourd'hui, là. On a réglé ça, là. Ah, ben au moins, c'est le fun qu'il ait pris le temps parce que c'est toujours challengeant. Tous les arbitres qui font ça, il y en a qui ont un gros orgueil. C'est bon, ça. J'adore cette réponse-là. C'est vraiment extraordinaire. Parlant d'extraordinaire, Toby, je veux t'amener sur ce que Alex Belzile fait présentement. Ces temps-ci, c'est des chiffres de jeux vidéo. On voit que Belzile veut être un game changer match après match. Il l'a tellement été dans les dernières victoires que vous avez obtenues. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus d'Alex Belzile présentement? Je te dirais, c'est rien qui me surprend. Tu sais, Bell, c'est comme un vin, là. Lui, à chaque année, il vieillit, puis il devient meilleur, puis c'est fou. Mais je te dirais, en général, juste leur ligne au complet, tu regardes qu'est-ce que Farrell il fait, qu'est-ce que Dauphin il fait. Ensemble, les trois, c'est complètement ridicule. Là. Quand on les a perdus, justement, les matchs avant Noël, ils se sont fait suspendre. C'est là que je pense que c'est là qu'on a remarqué que c'est une grosse partie de notre offensive. Mais c'est juste à chaque fois qu'ils sont sur la glace, ils créent de l'offensive. Il y a un jeu qui se passe ou quelque chose de même. Donc pour moi, cette ligne-là, c'est une ligne qui va nous amener bien loin dans les séries. Il m'en reste quelques-unes, Toby, mais la deuxième moitié de saison s'en vient. Présentement, le groupe, on est où? On pense à quoi? Entrer par la grande porte en séries éliminatoires? Est-ce que, il y a encore des discussions au sujet de cette fameuse Coupe Calder? Il y en avait au début de l'année. C'est quoi le minding de l'équipe par rapport à cette deuxième moitié de saison-là? Parce que là, présentement, vous êtes en excellente posture. Là. Premier pour ce qui est de la division Nord, 4 points d'écart avec Syracuse. Vous en êtes où présentement? Ben, pour nous, c'est juste être constant. Puis, on veut pas trop penser trop loin les séries ou trop regarder en arrière. On est premier, on est bien. Pascal en a parlé justement après la pratique. C'est au jour le jour. Puis, il faut pas commencer à prendre un step back parce que il reste 30 games à la saison. Il reste encore beaucoup de matchs, tout ça. Il faut vraiment y aller à chaque fin de semaine. Puis, à chaque fois qu'on joue une équipe, il faut jouer le plus fort qu'on peut pour montrer qu'on mérite d'être premier. Justement, tu as bien en terminant, petit voyage en fin de semaine, Syracuse. Je pense que ça va être un retour pour toi à Syracuse, n'est-ce pas? Oui, première fois. Ça va être quoi de retrouver ça, même si tu as été là seulement une saison? Ça va être spécial quand même? Oui, ça va être le fun. On joue Rochester, qui est une bonne équipe aussi avant. Puis Syracuse, que j'ai joué là ou non, c'est tout le temps le fun de jouer là. C'est tout le temps des gros matchs. Ça joue physique. On connaît le coach au bord. On sait que lui aussi, il veut battre Laval autant que, disons, moi, je veux battre Syracuse. Fait que c'est un peu pour tout le monde. Fait que non, pour nous, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Autant que l'an passé, quand Laval il venait à Syracuse, on savait dans quoi on s'embarquait pour la game. T'sais. Fait que je pense que les deux équipes s'attendent à beaucoup. Puis habituellement, c'est des matchs quand même solides. Puis c'était quoi les principes? Vas-y, Seb. Non, c'était peut-être en lien avec ça, parce qu'il y a bien sûr le match de Rochester avant vendredi. Est-ce que vous l'avez en tête, votre dernière visite à Rochester à la fin octobre? Est-ce que c'est de peut-être montrer ce que vous êtes capable de faire là-bas aussi, parce qu'à la maison, ça avait quand même bien été, là? Oui, c'est sûr. C'est une équipe très skillée, qui joue rapide, on n'en parle pas beaucoup des équipes de même qui stretch. Fait que je pense Pascal il a hâte à cette game-là parce que c'est une équipe qu'on devrait dominer si on joue de la manière qu'on est capable de jouer. Mais si on commence à jouer de leur manière, essayer d'être skillé, essayer de pas y frapper, c'est là qu'on se fait avoir justement comme la dernière fois qu'on a joué là. Fait que
c'est vraiment de montrer c'est quoi notre jeu puis comment on est capable de closer des games. Merci beaucoup, Toby. On vous souhaite un bon petit voyage à Syracuse et à Rochester, puis surtout une bonne deuxième moitié de saison là, pour toi et pour l'équipe. Merci beaucoup d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Toby. Salut. Et c'était Toby Paquette-Bisson qui était là avec nous. Toujours d'excellentes réponses. Une anecdote savoureuse avec l'officiel dans la dernière fin de semaine. La seule chose que Toby a oublié, c'est qu'ils n'ont pas perdu les 2 matchs face aux Comets de UTK. Ils en ont remporté un. J'osais pas lui dire. Je pense qu'on a le point perdu, je pense. C'est plus ça le premier match. Je sais pas. C'est le but gagnant de Davidson qui a sauvé la mise, mais tant mieux s'il y a 2 points supplémentaires au classement que Toby ne s'attendait pas. L'anecdote avec Quelle anecdote! Ça prend beaucoup d'humilité de l'arbitre de faire ça. Ça fait juste prouver à quel point ils sont humains et qu'eux autres, des fois, moi, j'étais comme, je suis toujours dans l'optique, ouais, c'est les mêmes arbitres la veille. Si admettons, il y a quelqu'un, peut-être qu'on va peut-être. Mais non, à la place de ça, il fait ça pour moi, chapeau. Ben oui, puis tu sais, moi j'ai détesté aussi l'appel sur parents en prolongation. Mais c'est de reconnaître, je pense qu'un joueur qui dispute une mauvaise partie va arriver devant les médias après le match, puis il va être capable de dire ouais, ça n'a peut-être pas été mon meilleur match, mais les officiels ont le droit de le faire aussi, puis ils ont le droit de connaître une moins bonne sortie. Ils font partie du match, malheureusement. Dans le match de vendredi dernier à la Place Belle, ils ont peut-être été trop un facteur important à mon goût, mais de savoir qu'ils le reconnaissent puis qu'il y a eu des mauvais appels de part et d'autre, chapeau vraiment à l'officiel, puis c'est tout en son honneur. J'ose espérer qu'il a fait la même chose avec Xavier Parent. Probablement. Non, mais ils sont humains, puis je suis persuadé que c'est des bonhommes intelligents, les officiels, les juges de ligne, puis ils revoient leurs séquences en vidéo aussi, les pénalités qui ont été décernées, certaines situations de hors-jeu, puis ils sont capables de le reconnaître effectivement. Puis l'autre citation savoureuse, il faut se donner un coup de pied dans le cul en première période, c'est Toby Paquette-Bisson. C'est pour ça qu'on l'invite au podcast, puis on va essayer de le réinviter également dans quelques semaines, voire quelques mois. T'as toujours l'heure juste avec Toby Paquette-Bisson. Ça, j'adore ça. D'ailleurs, je vais poser la question sur son nom parce que, le Paquette, il l'a laissé tomber au fil des années. Ça, c'est le nom de famille de sa maman, Bisson, et celui de son papa. Mais moi, il m'avait dit qu'il préférait qu'on l'appelle Bisson parce qu'à cause du côté anglophone, ouais. Paquette, ça sort moins bien. De même. Moi, j'ai demandé c'est quoi ta préférence. Il m'a dit je préfère que tu m'appelles Bisson. Seulement, même si moi, dans le temps du junior avec l'Armada, bien évidemment, puis il a été appelé. Avant aussi, son nom, c'était ça dans ses premières années professionnelles. Donc, mais c'est une question de préférence rendue là et on respecte totalement c'est son nom, c'est lui. Là. Exact. Enchaînons vers le prochain sujet. Cédric, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, surtout dans le cas de Davidson. Jared Davidson, c'est un échantillon qui est très, très bref. Je pense que c'est 4 matchs depuis son retour avec le Rocket. 5, je pense. 5? Oui, bref, c'est un échantillon qui est pas hyper grand dans le cas de Davidson. Dans le cas de Florian Xhekaj, il est un peu plus grand. Moi, je trouve que Florian Xhekaj a de très, très bons moments par les temps qui courent. Mais surtout dans le cas de Xhekaj, je regarde le match de samedi à la Place Belle, ça a peut-être été le meilleur joueur sur la glace, les 2 équipes confondues. C'est de travailler cette constance-là, période après période, dans le cas de Xhekaj, qui pour moi est la clé. Dans le cas de Davidson, un peu moins de problème de constance, mais lui, c'était de retrouver un peu son identité dans la Ligue américaine. Il peut garder la rondelle un peu plus longtemps, il peut tirer un peu plus souvent. Ça a été de l'ajustement pour les 2 gars, veut pas. Absolument. Dans le cas de Xhekaj, c'est évident. Là. Mais parce qu'avec son style, quand il s'implique physiquement, tout le reste suit. C'est aussi simple que ça. Mais attends, Ced, je suis pas un apôtre de la violence, aucunement. Sans la bagarre. Je parle non, d'échec. Non, mais attends ce que je veux dire. Quand il jette les gants, il produit.
100%. Je pense que je regardais ça, c'est 4 bagarres cette année. Je pense que c'est 3 ou 4 points dans ces matchs-là. C'est peut-être une coïncidence, mais ça le met dans son match, veut pas. 100%. Ça le met dans son match, puis il a marqué tellement un gros but en désavantage numérique samedi où c'est lui qui fait le jeu pour lui-même, provoque le revirement sur Seamus Casey. Puis là, ce matin, je faisais mes devoirs en vue du podcast, puis il me semble qu'il récolte beaucoup de chances de marquer par les temps qui courent. Si je regarde les 3 derniers matchs, il est 4e. 7 chances de marquer dans les 4 derniers matchs, c'est-à-dire 7 chances de marquer à ces 4 derniers matchs, quand même pas pire. C'est un bon ratio pour lui. Mais tu n'as pas calculé la prolongation du match contre Syracuse, vu qu'il y a eu 2 échappées là-dedans? Ça a été calculé, ça. Ah, fait que ça serait 5 matchs. Donc, c'est juste pour ça que je dis ça, parce que dans ce match-là contre Syracuse, je pense que c'était samedi ou c'était le dimanche, c'était le samedi, hein? Non, mais c'est vraiment ces 4 derniers matchs. J'exclus le match de samedi. Fait que tu me poses la question, mais. Donc, imagine. Si tu l'ajoutes lui, ben, ça va bien au niveau des chances de marquer. Là. C'est 7 à ces 4 derniers matchs. Dans le cas de Belzile, c'est 10. Roy, c'est 9. Davidson, c'est 8. Dauphin est 5e avec 6 chances de marquer. Ouais. C'est là où tu veux voir Xhekaj. Peut-être qu'il n'enfilera pas l'aiguille comme un gros joueur de talent comme Roy peut l'être ou comme Belzile peut l'être, mais quand il bourdonne, quand il frappe, mais je trouvais qu'il y a certains moments en fin de semaine où il y avait du pace, là, où il patinait, il se détachait de la couverture, des passes précises, des choses comme ça. Là, Xhekaj peut devenir très, 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 très dangereux. Ah, 100%. 100%, mais moi, c'est son but en désavantage numérique que j'ai plus aimé. L'année passée, on a marqué 4. Et je trouvais que c'est ça aussi qui a marqué 24 buts l'an dernier. C'est qu'il était capable de produire même en infériorité, même en avantage numérique, 4 buts l'an dernier. Là, c'est un de chaque côté. Donc, c'est beaucoup de tirs de qualité. Moi, c'est beaucoup de tirs de qualité de la part de Xhekaj, plus qu'en début de saison. Ouais. Plus au niveau des. Il touche plus la cible. Ça donne davantage de fil à retordre au gardien. On commence à revoir là, le tir qui lui a donné beaucoup de buts la saison dernière. Puis dans le cas de Davidson, même chose. Mais lui, c'est avec la quantité qu'il va marquer des buts. Puis là, par rapport à mettons l'échantillon des 3-4 derniers matchs, par rapport à quand il est revenu à Laval, on commence à retrouver Jared Davidson, que je pense il pourrait être un petit peu plus physique même. Je pense qu'il petite coche de plus. On sait que Jared est capable. 100%. Je suis d'accord avec toi. On va aller vers le prochain sujet, Cédric. Une nouvelle qui nous a pris par surprise quand même, cette blessure de Joshua Roy. Le temps file, mais je pense qu'il faut en parler. Blessure au haut du corps, 4 à 6 semaines. Moi, j'avais pas vu d'événement. C'est une vieille blessure qu'il traîne depuis quelques semaines. C'est ce qu'on pense. Peut-être une séquence qui nous est échappée. Là, on n'est pas parfait non plus. Ça va vite dans un match. Mais quand même, là, c'est la profondeur du Rocket qu'on a été peu éclopé depuis le début de la saison. J'ai hâte de voir là, comment on va brasser les trios, comment on va brasser l'attaque massive pour pallier à la perte de Joshua Roy. Ouais, ben ça, c'est la question que tout le monde peut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour le remplacer sur le trio. Bien sûr, avec Xhekaj et Davidson. Candidat évident, c'est le numéro 48. Mais il va falloir qu'il commence à produire un petit peu plus. Ben, le trio de Simoneau, Condotta et Méchard, c'est assez éteint depuis quelques matchs. Je pense qu'il faut... je pense que dans le cas de Simoneau, c'est pas de points à ses 12 derniers matchs. Condotta, c'est un but à ses 8 derniers. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on travaille pas. Je pense qu'on a de la possession de rondelles en zone offensive. Mais il y a un manque de chimie avec Méchard présentement, je trouve. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais tu veux pas débattre. Tu veux pas démanier ton quatrième trio, de complètement changer parce que c'est un de tes meilleurs trios depuis quelques semaines dans le cas de... Mais en même temps, Thorpe a bien réagi pendant qu'il y avait la suspension de Belzile, Roy et Dauphin avec plus de responsabilités. Moi, je pense que ce serait lui. Ça serait mon choix pour avoir un petit peu plus de glace. Là. Même qu'il est utilisé en avantage numérique sur la deuxième vague. Bon, est-ce que c'est lui que tu amènes avec Xhekaj ou Davidson ou là Pourquoi pas? Et tu dis à Condotta, Simoneau et Méchard trouver des solutions? Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ben, parce que Méchard, c'est sûr que tu aimerais ça qu'il commence à produire un petit peu plus. Donc, tu veux le mettre dans des
dans des positions où il peut peut-être le faire, mais en même temps, tu dois récompenser. Thorpe joue du bon hockey aussi. Il joue vraiment du bon hockey. Ouais. Pourquoi pas un Luke Tuck? Pourquoi pas un Luke Tuck? Ben, lui, j'aime dans sa chaise, mais il joue aussi du bon hockey, c'est évidemment. Mais avec Jacky, pourquoi pas? Il y avait quand même des beaux flashs en début d'année. On verra. Ça va être le fun de voir ça vendredi. Ça va être quoi les décisions prises par Pascal Vincent? Ouais, Luke Tuck n'a pas eu cette chance-là d'avoir un rôle. Ben, il l'a eu avec les suspensions, là, mais il l'a moins eu que Thorpe peut-être. Mais en même temps, Thorpe avait très bien réagi. Alors moi, ce serait ça. Je serais quand même curieux de voir un Thorpe peut-être avec Jacky et Davidson. Pourquoi pas? Est-ce qu'on ramène Thorpe avec Simoneau et Condotta, trio qu'on a vu cette année, puis qui avait été bon? Et qu'on offre peut-être des minutes plus offensives avec des joueurs offensifs dans le cas de Méchard. Méchard et Davidson ensemble, ça a déjà fonctionné. Je pense que Méchard doit un petit peu mieux jouer aussi. Je pense qu'il bouge un petit peu moins ses pieds. Il est moins vif sur les rondelles libres. Il y a moins le timing pour ce qui est du support puis de garder le jeu en zone offensive. Pas qu'il se traîne les pieds loin de là, mais je pense que Méchard, on le voit un peu moins présentement. Alors, c'est ce qu'on change de scénario pour lui. Ça serait intéressant à suivre. Absolument. Et j'ai hâte de voir les décisions qui seront prises. Est-ce qu'Arsenault approche un retour au jeu? Est-ce que Dunlap est toujours là? Dunlap. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais que j'aime beaucoup la vitesse de Dunlap. Je pense que c'est un atout dans ta formation. Moi, ce serait lui que j'ajouterais, surtout à Rochester. Il faut s'attendre à un rappel si Arsenault n'est pas près d'un retour parce que là, on a seulement 12 attaquants en santé actuellement. Dunlap est encore avec l'équipe. Mais ça fait 12 avec Dunlap, selon moi, selon mes mathématiques. Donc, à voir demain. On va voir ce qui va arriver. Rapidement, je pensais qu'on passerait plus de temps là-dessus, mais malheureusement, Toby nous a parlé longtemps, puis même pas malheureusement, heureusement que Toby nous a parlé longtemps. Ouais. Kent Hughes a parlé hier de la situation des gardiens à Montréal. Il n'y a pas de presse à renvoyer Jacob Fowler à Laval. Il a dit que c'était pas l'idéal, mais qu'en même temps, le Canadien avait beaucoup de matchs au mois de janvier, chose qui est vraie. Moi, Cédric, je vais te le dire, on va revoir Jacob Fowler à Laval pendant le break olympique. Ça fait beaucoup de sens. C'est ça. Et dans le cas là, ça a été annoncé devant le filet. Là, c'est le dernier match du Canadien avant le break olympique, c'est le 4 février. Ça arrive vite. Un mois. Non, mais pourquoi pas Jacob Fowler va avoir l'opportunité d'en jouer 6? C'est 9 matchs du Rocket de Laval pendant le break olympique de la Ligue nationale. Donc, il y a beaucoup de 2 matchs en moins de 24 heures. Donc, est-ce que Jacob Fowler, il ne les jouera pas tous, il ne jouera pas les 9. Mais moi, je pense qu'il s'approche, ça va être son 23e match cette saison, LNH et Ligue américaine. Il va avoir l'opportunité d'en jouer 5-6 avec le Rocket pendant le break olympique. Ensuite, on ne le sait pas. Ouais, mais moi, je pense qu'on aurait probablement pu s'attendre. Mais le fait que c'est lui devant le filet ce soir au Centre Bell face aux Flames, ça a été annoncé. Donc, si, admettons, on avait décidé de renvoyer Montembeault, renvoyer Dobet, je pense que ça aurait pu être un précurseur de la suite de cette semaine. Mais en même temps, c'est correct. Si on est à l'aise, on s'assure de garder les trois shows, si on veut, de faire peut-être une rotation en 3. Puis tant mieux parce que tout le monde semble retrouver un peu la forme là, dans les dernières semaines, donc, dans les derniers matchs surtout. Là, donc. Évidemment, tu espères qu'il y a un gardien vraiment qui vole la vedette du côté de Montréal puis qui te force à prendre des décisions ensuite. Évidemment qu'à 3, c'est pas l'idéal. L'important pour Jacob Fowler est de jouer. Chose qu'il pourra faire pendant cette pause olympique. Moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Ce serait surprenant qu'on garde ce ménage à 3 toute la saison, mais bon, on va voir. C'est intéressant quand même d'entendre Kent Hughes là-dessus. Je ne sais pas si tu veux ajouter avant qu'on y aille vers la conclusion. Non, c'est parfait. On a bien couvert ça, puis on va se garder du contenu quand on va se retrouver la semaine prochaine parce que les choses vont évoluer certainement dans ces dossiers-là. Oui, pendant ce temps-là, Capo Kakkonen, qui, je pense qu'avec des départs, retrouve son aplomb. Je pense que c'est un gardien de but qui est meilleur quand il joue beaucoup. Bon, Hunter Jones a peut-être pas connu sa meilleure sortie en carrière dans le dernier match, mais je pense que c'est un gars qui est capable de rendre service au Rocket de Laval. On n'est pas en mauvaise position devant le filet. En même temps,
J'aurais aimé ça qu'on donne plus de matchs à Jones. Parce que j'ai l'impression que là, il était un peu rouillé dans le match de samedi. Ouais. Ben, je pense qu'on essayait de se rattraper avec Kakkonen aussi, là, du fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de matchs en première moitié de saison. Un premier départ depuis le 13 décembre dans la Ligue américaine pour Jones samedi. Ça faisait pratiquement 3 semaines. Mais il avait eu la chance de jouer, je pense, avec les Lions la semaine que le Rocket était à Cleveland, lorsque Montembeau était là. Exact, en même temps, c'est très peu de hockey en 3-4 semaines. Donc, c'est ça. Je pense que ça aussi, c'est un apprentissage. Puis, on voulait respecter Kakkonen avec ce qu'il a fait avec Montembeau et Pascal Vincent nous l'a répété à plusieurs occasions. Donc, c'est ça. Exact. Il faudrait peut-être s'attendre à un départ, justement, là, de Hunter Jones en fin de semaine. Peut-être qu'on... en fait, un match à 19h, un match à 17h. Donc, il devrait avoir un départ pour Hunter Jones, à moins d'une surprise dans cette fin de semaine-là. Tu donnes lequel à qui? Ben, ça va être Kakkonen vendredi. Je peux pas croire qu'on donnerait 2 départs de suite à Jones. Mais tu veux-tu vraiment envoyer Jones face à Syracuse? C'est 2 matchs extrêmement importants. Moi, je serais pas surpris qu'on voit Kakkonen les 2 jours. Ben, on aura la réponse la semaine prochaine, Cédric. Je pense qu'on va voir les deux. Mais tant mieux si on est en Discord sur au moins un sujet pour finir le podcast. C'est merveilleux. On aime ça. Puis je vais ramener beaucoup de contenu pour la semaine prochaine. Là. Ça va être en espérant que le Rocket ramène beaucoup de points dans l'autobus pour sa semaine à la maison la semaine prochaine. Je pense surtout qu'on va profiter de cette semaine plus légère niveau travail, avec un petit peu de voyagement, mais c'est pas un voyage là, des plus périlleux, par exemple celui dans 2 semaines là, à Abbotsford et Calgary. Ça, c'est le gros voyage de l'année. Alors, c'est un voyage un petit peu plus tranquille pour le Rocket de Laval. Absolument. Alors, merci beaucoup, Cédric, pour cet épisode numéro 11. J'espère que vous avez apprécié. De retour la semaine prochaine. On sera peut-être plus en mode bilan la semaine prochaine parce qu'on va être à la mi-saison. On va avoir 35 matchs de jouer chez le Rocket de Laval. Donc, on sera en mode bilan la semaine prochaine pour l'épisode numéro 12. Je vous remercie d'avoir été là et à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.